dans mon esprit, c'est parce que mon attitude a toujours été une attitude de professionnel de santé, c'est-à-dire je veux soigner les gens, que je fais ça. Il se trouve que je suis un homme, mais, mais encore une fois, si j'avais été une femme, j'aurais fait la même chose parce que c'est ce que je veux faire. Euh, ce que je pense important, c'est qu'on garde à l'esprit que le fait d'être un homme ne me donne pas une autorité supérieure euh, que si j'avais été une femme. Et si c'était une femme qui était à cette place, et je suis très content d'avoir cité le docteur Gunther et son livre que je viens de préfacer d'ailleurs, et dont j'ai favorisé la traduction. Si j'étais une femme, j'aurais, j'espère, la même autorité. Le problème, c'est qu'en France, on est encore dans une structure sexiste, que les hommes ont un statut supérieur. Ce que j'essaye de faire, c'est de mettre mon statut d'homme médecin au service des personnes qui en ont besoin, c'est-à-dire en particulier les femmes. Il y a d'autres personnes qui en ont besoin, mais en particulier les femmes, puisque les femmes sont les premières consommatrices de santé ou consommatrices de produits de santé. C'est les premières consultantes. Hein, ce sont elles qui consultent pour elles, pour leurs enfants, pour leur famille, pour tout le monde. C'est elles qui communiquent et qui échangent des informations. Donc, je le fais parce que elles sont au premier, comment dirais-je, elles sont au premier rang. Ouais. Euh, Là, et j'essaye de... Oui. j'ai envie que vous nous parliez de cette notion que vous abordez et que vous appelez la charge physiologique. Est-ce que, parce que moi, je connaissais la charge mentale, la charge sexuelle, et là, vous posez cette histoire de charge physiologique. Alors, expliquez un peu aux participantes qu'est-ce que vous entendez par là, parce que je n'avais pas pensé à celle-là, mais elle est bien aussi. Eh ben, en fait, c'est la question de la charge mentale qui m'a fait penser à ça. Euh, à force, si vous voulez, parce que depuis, euh, je m'occupe de femmes seulement ou presque exclusivement depuis 1993, parce que c'est là que j'ai commencé à travailler seulement au centre de planification. Avant, je soignais des hommes, des enfants, etc. Bon. Mais, et à force d'avoir le regard tourné vers les femmes, je ne m'étais pas, et de ne pas pouvoir faire la comparaison avec les hommes, je ne m'étais pas rendu compte d'une chose qui un jour m'est venue, c'est que avoir un corps de femme, c'est plus compliqué qu'avoir un corps d'homme. Tout simplement. Et on peut déjà poser ça comme ça, et je l'avais jamais entendu poser comme ça non plus. Parce qu'il y a C'est-à-dire de... les règles, la grossesse, l'accouchement, la ménopause. Voilà. Et tout ce qui peut se passer, et tout ce qui peut se passer et qui est en rapport avec cette physiologie. Oui. Voilà. Et ça dure pendant 40 ans, parce que maintenant, les femmes en bonne santé, elles sont réglées autour de 12-13 ans, elles peuvent être réglées jusqu'à 53-54 ans. Ce qui est quasiment la moitié de la vie. Hein. Si vous avez une espérance de vie de 40 ans, ça veut dire que pendant 40 ans, vous allez avoir cette charge physiologique qui est parfois très légère. Il y a des femmes qui vivent très bien leurs règles, leur grossesse, etc. Et puis qui peut être très lourde. Et ça aussi, il y a des inégalités qui sont extraordinaires d'une femme à une autre. Mais aucun homme ne vit jamais ce genre de problème. Le seul événement physiologique normal qui survit dans la vie d'un homme, c'est la puberté. Alors ça peut être très désagréable. Moi, j'ai eu une puberté extrêmement désagréable, mais vous en mourrez pas le plus souvent. Et comment dirais-je et une fois que c'est fini, bon, ça dure 1 an, 2 ans, Oui, 3 ans, c'est fini. c'est vite vu. Voilà, voilà. Et donc, il y a une charge à être une femme qui se traduit d'ailleurs par les charges comment dirais-je, économique, hein, si vous parlez de précarité menstruelle, c'est-à-dire le fait que tout simplement, si vous avez des règles tous les mois, il faut que vous soyez équipé pour faire face à cet événement. Ça crée un stress qui peut être un stress à la fois familial, social, scolaire si vous êtes à l'école, etc. C'est une charge que les garçons et les hommes ne vivent jamais. Donc, rien que ça crée des inégalités physiologiques, économiques, sociales, symboliques, affectives, qui mériteraient, premièrement, qu'on s'y intéresse, parce que le problème, c'est que dans les facultés de médecine, on n'éduque pas les étudiants en médecine à penser à ça.
Moi, je n'ai jamais entendu personne. Et ce n'était pas comme ça il y a 40 ans ou il y a 50 ans, mais c'est toujours pas comme ça. Enfin, je reçois des messages d'étudiantes et d'étudiants qui me disent toujours, qui me disent on continue à étudier la physiologie de l'homme, mais la physiologie des femmes, c'est conservé pour les étudiants en gynécologie obstétrique, enfin pour les spécialistes. Ça ne devrait pas être le cas. Tous les médecins généralistes devraient être formés à la physiologie féminine et aux particularités de cette physiologie. Et je ne parle pas des maladies, je parle simplement des problèmes qui sont liés à la physiologie féminine, c'est-à-dire les troubles du cycle, les douleurs, le fait comment dirais-je, d'avoir de l'endométriose, toutes les anomalies qui sont des anomalies qui ne sont pas forcément graves, qui ne mettent pas forcément la vie en danger, mais qui peuvent vous pourrir la vie. Bon. Et ça, ce n'est pas du tout étudié, ce n'est pas du tout enseigné, ce n'est même pas du tout nommé. Du coup, il y a un aspect comment dire, de mise sous silence qui contribue à l'idée qu'il y a des choses taboues puisqu'on n'en parle pas. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout tabou. On devrait pouvoir parler comment dirais-je, de sa santé sexuelle, par exemple, sans avoir à se faire regarder de travers. Ça fait partie des choses dont on devrait pouvoir parler tous les jours. Et pourtant, il y a encore beaucoup de femmes qui ont du mal à poser des questions concrètes à leur médecin. Quand il s'agit du corps, de l'intimité, ça reste justement, vous faites un guide sans tabou parce qu'en fait, ça reste tabou. On a du mal à poser ces questions-là à son médecin, même si on est très libéré, si voilà. Pourquoi est-ce qu'on a ce rapport-là avec les médecins? Et est-ce que c'est très... Moi, c'est la question que je me pose parce que vous faites beaucoup de comparaisons avec les États-Unis, le Canada. Merci, les Anglais et tout. J'ai l'impression que les Français sont à la traîne, quoi. On est un peu des nulos là sur cette histoire. Il y a, à mon avis, il y a un grand responsable ou une grande responsable, c'est le catholicisme. Le catholicisme, et c'est la première différence avec les pays anglo-saxons qui sont, eux, protestants. Dans le catholicisme, le corps féminin est impur. Donc, comme il est impur, on n'en parle pas et on ne nomme pas ce qui est spécifiquement féminin. Et en plus, toutes les femmes sont des pécheresses d'emblée. Complètement. Dès que vous passez dans le protestantisme, on n'est plus dans cette problématique-là du tout. Chaque individu vaut ce qu'il vaut, ce qu'elle vaut. Et du coup, tout ce qui est... Et puis, il y a une vision beaucoup plus pragmatique du monde, c'est-à-dire que ce qui vous atteint directement mérite qu'on s'occupe de ça. Et surtout, c'est pas parce que vous êtes malade, c'est pas parce que vous avez, mettons, une cystite ou une vaginite ou des règles douloureuses que vous êtes coupable de quelque chose. Si votre corps fonctionne comme ça, il mérite d'être soulagé. Pour vous donner un exemple très simple. Moi, très tôt, au début des années 90, j'ai commencé à donner des pilules en continu à des jeunes femmes qui avaient des douleurs très importantes pendant leurs règles. Elles étaient moins importantes avec la pilule, mais des fois, elles avaient encore des douleurs. Donc, je leur disais, ben, n'arrêtez pas. Ah bon, c'est pas dangereux? Non, c'est pas dangereux. Bon. Et donc, elles la prenaient en continu. Et j'avais des confrères qui me disaient, mais non, mais tu te rends pas compte, c'est dangereux. Je dis, mais attends, tu dis que c'est dangereux. Les anglo-saxons, ça faisait très longtemps qu'ils disaient que non, c'est pas dangereux. D'ailleurs, la pilule a été conçue comme ça. Au début, elle a été prise en continu. D'ailleurs, vous dites que l'endométriose, c'est une solution quand même. C'est une première solution qui n'est pas forcément la meilleure et la seule, mais déjà, chez une jeune femme qui souffre, ça peut être une manière déjà de la soulager. Après, il faut explorer si l'endométriose mérite autre chose comme traitement. Mais ça peut être déjà une première attitude. Mais par exemple, un de mes collègues anglais m'a expliqué un jour, un médecin généraliste anglais m'a expliqué un jour que sa fille de 14 ans s'est mise à avoir des règles épouvantablement douloureuses. Et il l'a envoyé à une collègue médecin généraliste qui lui a prescrit un stérilet hormonal. Elle est allée se le faire poser par l'infirmière spécialisée, parce que c'est des infirmières spécialisées qui posent les stérilets. 14 ans. Bon, en France, vous dites un truc comme ça, enfin, il y a 10 ans, je pense que c'est en train de changer, mais il y a 10 ans, vous disiez un truc comme ça, tout le monde sautait en l'air en disant, bon.
Donc, il y a une sorte d'enfermement qui est un enfermement d'abord lié au fait qu'on n'aborde pas ces sujets avec les femmes, mais aussi il y a un enfermement qui est un enfermement scientifique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les Français n'ont pas lu ce qui s'écrivait en dehors des frontières de l'Hexagone. Or, la recherche scientifique, elle se fait surtout dans les pays anglo-saxons parce que c'est leur culture qui veut ça. On a une question, on essaye d'y répondre et on fait ce qu'il faut pour essayer d'y répondre de façon avérée. En France, on en est encore à une vision qui est l'opinion d'expert. Je suis un expert, mon opinion, c'est ça la vérité. Ben non, vous avez le droit d'avoir une opinion, mais il faut la valider avec des travaux scientifiques, etc. C'est pour ça que moi, j'affirme jamais rien. Ou quand je dis quelque chose qui est de mon opinion, je dis c'est mon opinion, mais peut-être que c'est faux ou peut-être que c'est à nuancer. Et voilà, vous pouvez aller chercher dans le livre d'autres références qui vont vous dire. Bon. Alors, il y a un problème qui est un problème culturel, qui est général à la France, qui est encore plus important chez les médecins, parce que les médecins sont formés à penser que eux ils savent et que les autres ne savent pas, alors que les femmes savent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et surtout elles savent beaucoup de choses sur elles-mêmes. Oui. Voilà. Et puis, il y a troisièmement cette... Pardon? Elles sont aux premières loges, finalement. Bah, elles sont première loge, c'est de leur corps, voilà, c'est de leur corps qu'il s'agit. Ouais. Exactement. Une perception, quand une femme vient avec une perception en disant j'ai mal, ça ne se discute pas. Le problème, c'est qu'on est encore dans une culture dans laquelle, par exemple, la douleur chez les femmes est sous-estimée, sous-traitée et un peu traitée par le mépris, en fait. Alors que, je veux dire, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit quelqu'un de jeune ou que ce soit quelqu'un d'âgé, on doit toujours respecter les sensations des autres, puisqu'il n'y a qu'eux qui peuvent les ressentir. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, si vous dites j'ai faim ou j'ai soif, personne n'a le droit de vous dire non, ce n'est pas vrai. Eh bien, la douleur ou des sensations qui sont des sensations plus complexes. Un des exemples dont je parle un peu dans le livre, c'est les crises cardiaques. Une crise cardiaque chez une femme de 50 ans, c'est pas comme une crise cardiaque chez un homme. C'est plus vague, plus diffus, ça ne se traduit pas exactement par les mêmes symptômes annonciateurs. Si on ne, comment dirais-je, si on ne sait pas que ça peut être entre guillemets atypique, enfin différent de ce qu'on observe chez les hommes, eh ben on va passer à côté et les femmes meurent. Tout simplement parce on se dit ah bah oui, elle se sentait un peu mal, mais elle n'avait pas de symptômes. Alors, je n'ai pas fait d'électrocardiogramme. Si, il faut faire un électrocardiogramme. Bien sûr que si, il faut parce que là, vous allez avoir la preuve que c'est un accident cardiaque. Et donc, c'est ça aussi. Il y a tout un tas de préjugés. Alors, du côté des patientes, comme les patientes, elles vivent dans le même milieu que les médecins, avec aussi cette sidération qu'on peut avoir face à des médecins qui ont une position de sachant, une position d'expert, une position d'autorité, c'est difficile d'aborder des thèmes dont on vous a dit qu'il ne faut pas en parler. C'est difficile de poser des questions dont on pense que peut-être que la question, elle est bête. Non, il n'y a pas de question bête, il n'y a pas de question stupide. Si vous avez une question, vous méritez de la poser et elle mérite qu'on vous y réponde. Il y a aussi le mépris. Ce que je décris dans Les Brutants Blancs, c'est que si vous êtes face à quelqu'un qui vous reçoit de façon méprisante, hautaine et supérieure, vous n'avez pas envie de lui parler, tout simplement. Bon. Voir vous avez peur. Et puis vous avez peur, voilà, vous pouvez tout à fait avoir peur. Il y a la peur, il y a tous ces sentiments qui ne peuvent être, comment dirais-je, combattus que si on forme de plus en plus les professionnels de santé à avoir une attitude qui est une attitude d'abord d'abord horizontale, je ne suis pas supérieur à vous, et puis ensuite avec une attitude aidante. Je suis là pour vous aider. Je ne suis pas le bon Dieu, je ne suis pas un sorcier, mais j'ai beaucoup de choses à ma disposition. Je suis là pour vous aider. Il n'y a pas de questions stupides. Et faisons ensemble ce qu'il faut pour que vous alliez mieux. Parce qu'au fond, c'est ça. Je vais d'autant mieux vous aider que vous m'aurez bien expliqué votre problème. Et que je vous aurais bien écouté. Je vous aurais bien écouté. Parce que, le temps de vous écouter. Parce que voilà. Là, vous savez, dans la culture anglo-saxonne de la médecine, il y a un médecin
symbolique qui s'appelle William Osler, qui est un médecin canadien qui a enseigné à la fois aux États-Unis, au Canada et en Angleterre. Donc, dans tout le monde médical anglo-saxon, c'est lui le père de la médecine moderne anglo-saxonne. Et William Osler disait, et c'est souvent répété, il disait, écoutez bien ce que la personne qui entre dans votre cabinet vous raconte, parce qu'elle vous donne le diagnostic. Voilà, c'est ça. Ouais, Bon, exactement, exactement. voilà. Et même quand elle ne vous donne pas le diagnostic, elle vous dit ce qui est important pour elle. Elle vous dit ce qui lui fait mal à elle. Elle vous dit où elle a besoin d'être soignée. Et un des grands problèmes qu'on a en France, c'est qu'on enseigne aux médecins à prendre des symptômes, à les mettre dans une boîte et à regarder s'ils rentrent dans des cases. Ça marche jamais, ça. Il faut faire des associations d'idées en se disant, tiens, ça me fait penser à ça. Mais il faut toujours revenir à qu'est-ce que dit la personne. Qu'est-ce qui la préoccupe? Qu'est-ce qui la fait souffrir? Parce que c'est de ça qu'il faut qu'on s'occupe. Et puis, peut-être qu'au début, on ne va pas trouver exactement quelle est la cause, mais en tout cas, déjà, on va la soulager. Et ensuite, on pourra, ensemble, avec quelqu'un qui ne souffre pas, essayer de chercher une cause à cette douleur, par exemple. Mais il faut toujours se centrer sur ce que la personne dit. Ça, c'est un grand changement de paradigme qui est en train de se faire parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants en médecine qui sont préoccupés de ça. Il y a de plus en plus de profs de médecine qui sont préoccupés de ça. Ça va demander beaucoup de temps pour que tous les professionnels soient au diapason de ça. Mais c'est en train de se faire quand même. J'ai une dernière petite question, après on va passer aux questions des participants parce que je crois qu'il y en a beaucoup et je voudrais qu'on essaye de faire le max. Comment vous continuez, vous, à vous informer, à avoir toute l'info, au-delà des discussions avec les patientes, enfin les patientes, les femmes qui vous écrivent, comment vous travaillez par rapport voilà, aux infos scientifiques Ben, moi, j'ai une position maintenant privilégiée parce que je fais plus de consultations et comment dire, je passe mon temps à lire et à écrire. Donc, il y a énormément d'informations en circulation et je lis, j'écris, j'écoute beaucoup. J'écris à des correspondants pour leur demander leur avis sur. J'ai 2 ou 3 correspondants gynécologues, par exemple, en France, qui sont des gens charmants, à qui je demande des conseils parce qu'il y a des domaines qu'ils connaissent très très bien et que moi je ne pourrais pas connaître aussi bien qu'eux de toute façon. Donc, la manière dont je m'y prends, en gros, c'est de lire, d'écrire et puis de constituer des réseaux de gens qui savent et qui savent dans des domaines qui sont des domaines convergents, si vous voulez. Et puis aussi, j'écoute et je lis ce que les usagères disent. C'est-à-dire, il y a des associations. Je vous donne un exemple qui est la loi permet depuis 2001 ou 2002 à toute femme et tout homme qui veut le faire de se faire stériliser. Bon, c'est un droit. Vous avez 18 mois, vous avez 18 ans, vous avez 4 mois de délai de réflexion, vous devez pouvoir obtenir une ligature de trompe. Bon, ça devrait poser aucun problème. Et pourtant, il y a une très grande proportion des gynécologues chirurgiens qui ne veulent pas faire de ligature de trompe. Et alors, on leur dit, mais pourquoi? Ils disent, mais je suis contre. Bon, encore s'ils disaient seulement je suis contre pour des raisons idéologiques, bah, très bien. Mais le problème, c'est qu'en plus, ils engueulent les femmes. Ils les culpabilisent, ils les engueulent parce qu'elles demandent une ligature de trompe, et en plus, ils les font payer. Bon, c'est insupportable. Je veux dire, ils n'ont pas à humilier quelqu'un qui fait une demande qui est tout à fait légitime et qui est légale en plus. Donc, que font les femmes? Eh ben, les femmes s'organisent et elles font des annuaires de médecins qui, eux, les envoient pas promener. Et ça, c'est très important, c'est de voir que les changements qui vont arriver parmi les médecins et dans la communauté médicale, elles ne vont pas venir des médecins seulement, et même pas principalement des médecins. Ce n'est pas les francs-tireurs comme moi qui vont faire changer les choses, c'est la population. C'est-à-dire que ou les femmes, par exemple, je pense à l'association Amavia qui s'occupe des femmes qui ont fait des méningiomes à cause de traitements par certains progestatifs prolongés. Et on ne leur a pas dit que ça pouvait provoquer des méningiomes. Et maintenant, elles ont des troubles neurologiques, elles ont des maux de tête, elles ont des tas de poisons, d'empoisonnement qui leur pourrissent la vie. Je crois qu'il y a une question Bon, là-dessus. ces femmes, elles se sont organisées.
Voilà. Ces femmes se sont organisées. Et elles s'organisent en tant qu'association, mais ça veut dire qu'elles s'organisent en rassemblant l'information, en la diffusant, en rassemblant aussi de l'information sur les professionnels qui les écoutent ou qui ne les écoutent pas, sur les méthodes thérapeutiques qu'il faut ou qu'il ne faut pas utiliser. Bon. Et en plus, cette association-là est congruente avec d'autres associations qui s'occupent d'endométriose, puisque ces progestatifs étaient parfois donnés pour l'endométriose. Donc, vous voyez bien que toute cette constellation de groupements et d'associations de patientes et de patients vont faire pression sur les médecins individuellement et collectivement pour qu'ils changent de comportement. Ou encore les femmes qui militent pour la liberté d'accoucher comme elles ont envie d'accoucher. Ce qui paraît être élémentaire, parce qu'après tout, c'est quand même leur accouchement, c'est leur corps, c'est leur enfant. De quoi je me mêle? Je veux dire, s'il n'y a pas de problème particulier et si elles ne demandent rien, parce qu'il faut toujours se demander une chose, hein, c'est ce que je disais l'autre jour, je crois, dans une des rencontres vidéo, il faut toujours vous rappeler qu'un médecin est à votre service. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas vous qui êtes au service du médecin. Ce n'est pas vous qui êtes là pour faire plaisir au médecin, accoucher à l'heure qu'il veut, dans la position qu'il veut. Non, c'est lui qui est à votre service. C'est un service public, la santé. Et vous êtes le public, et vous êtes la citoyenne qui demande au service public d'assurer sa sécurité et d'assurer sa santé. Et on a trop tendance à penser que c'est l'inverse. Non, ce n'est pas l'inverse. Quand on arrive à se réinvestir de cette idée, c'est moi le public, c'est moi le citoyen, je paye des impôts, la citoyenne, c'est moi, je paye des impôts, j'ai le droit de demander des choses qui sont des choses légitimes. Ça change complètement les choses et c'est très important de se réapproprier ces décisions. Allez, on va se lancer, on va essayer de répondre le plus vite possible à cette question, en étant quand même complet. Alors, je voulais dire une chose avant que vous passiez aux questions. Ouais. C'est qu'on va peut-être pas pouvoir, comme vous voyez, je suis bavard, et des fois je réponds long, mais toutes les questions que vous allez poser, toutes les questions qui me sont posées pendant toutes les conférences vidéo, je les rassemble et elles vont me permettre de compléter pour une édition ultérieure du livre. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de faire en sorte que les éditions qui vont venir, j'espère qu'il y en aura d'autres, seront de plus en plus complètes. Alors moi, j'aime bien cette question-là de Fiona. Je ne sais pas si je dois dire le nom des gens. Je ne dis pas le nom de famille. Bonsoir, que pensez-vous des méthodes de contraception naturelle basées sur l'observation du corps, température corporelle, consistance des sécrétions vaginales, et sont-elles fiables? Merci pour votre discours dont la bienveillance me marque toujours. Ça, je vous le dis juste pour vous. C'est gentil. Alors, il n'y a pas de... Ça, je l'ai écrit il y a 20 ans dans le livre sur la contraception. Il n'y a pas de mauvaise contraception. Il y a des contraceptions qui sont plus ou moins fiables, mais on ne peut pas dire qu'une contraception est absolument fiable pour toutes les femmes. Et ce qui compte, c'est celle que la femme choisit. Je m'explique. Il y a des personnes, ça m'est arrivé de voir des couples qui n'utilisaient comme contraception que le préservatif. Et ils avaient étudié le problème de façon très attentive pour savoir quand c'était complètement sûr, quand est-ce qu'il y avait des risques, etc. Et ils en étaient parfaitement contents. Ils en étaient parfaitement contents. Et je pense qu'il faut aussi garder toujours à l'idée ça, c'est que comment dirais-je, les méthodes ne valent que parce que les personnes les ont choisies et les utilisent au mieux, comme elles l'entendent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit jamais de dire « Ah oui, cette méthode est une bonne méthode, cette méthode est une mauvaise méthode », parce que de toute façon, la question c'est est-ce que cette méthode correspond à votre mode de vie, à vos besoins, ou bien est-ce que c'est une méthode qui vous a été imposée par quelqu'un d'autre? Et pour moi, les méthodes naturelles sont de très bonnes méthodes à partir du moment où les femmes les utilisent en sachant exactement quelles sont les limites, oui, quand même. en ayant une bonne dynamique avec leurs partenaires, de façon à ce que quand il y a des moments où on ne peut pas les utiliser, où il y a moins de fiabilité, eh ben, on fait autrement.
où on complète avec un préservatif, par exemple, où on ne fait pas de pénétration. Bon, voilà. C'est-à-dire que, voilà, qui n'est pas, la pénétration n'est pas obligatoire. Mais l'idée, c'est ça, c'est que la meilleure méthode, c'est la méthode qu'on choisit. Mieux on la connaît, mieux on l'utilise et plus elle est efficace. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais mis l'opprobre sur aucune méthode. Mais toutes les méthodes correspondent, enfin, ne sont pas appropriées pour toutes les femmes. Donc, il faut qu'elles aient la possibilité de choisir entre toutes les méthodes et d'avoir l'information correcte pour toutes les méthodes avant de choisir. D'accord. Alors, moi, j'aime bien aussi cette question de Martine parce qu'elle résonne avec un sujet qu'on a fait là dans le Cosette que je vous ai montré tout à l'heure dans le dossier jeunisme, vieillissement des femmes, etc. On a fait un super papier sur la sexualité après 50 ans afin de faire un petit hommage à Yann Moix. Et donc, elle dit, à la ménopause, on parle beaucoup de sécheresse vaginale. Moi, ça fait l'inverse. J'ai 57 ans, ça va arriver plus tard peut-être ou pas systématique? Alors, c'est moi qui vous ai perdu. Ah zut. Je ne sais pas pourquoi. Alors. Ah voilà, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ouf. Donc, excusez-moi, est-ce que vous pouvez Alors, me reposer rapidement? à la ménopause, on parle beaucoup de sécheresse vaginale. Moi, ça fait Oui. l'inverse. J'ai 57 ans, ça va arriver plus tard peut-être ou pas systématique? La sécheresse vaginale, ah non, il y a des femmes qui n'ont jamais de sécheresse vaginale. Il y en a qui en ont avant la ménopause. Elle parle à la ménopause, hein, elle dit. Oui, oui, mais justement, alors je vous renvoie au livre de Jennifer Gunther quand il va apparaître en janvier. Ouais. Les sécrétions du vagin, c'est des sécrétions qui sont physiologiques, comme les larmes, hein, comme la salive. Mais ces sécrétions, elles sont très variables d'une personne à une autre. Elles sont variables avec l'âge, bien entendu, mais pas seulement. Elles sont variables avec l'imprégnation hormonale ou avec le fait d'utiliser une contraception, mais pas seulement. Puis il y a des variations individuelles. Vous savez que, par exemple, tout le monde ne transpire pas de la même manière. Ben là, c'est pareil. Donc, il y a des femmes qui ont une sécheresse vaginale très importante à la ménopause, mais d'autres pas. D'autres même qui, quand elles sont ménopausées, qu'elles arrêtent, par exemple, elles prennent un traitement substitutif pendant quelques semaines ou quelques mois, elles l'arrêtent parce qu'elles n'ont plus de symptômes. Et le traitement substitutif peut entraîner une petite diminution des sécrétions vaginales, puis quand elles l'arrêtent, elles les retrouvent. Bon, apparemment, Martine, c'est carrément l'inverse. Donc, apparemment, ça peut ne pas changer, Martine. Ça peut ne pas changer du tout à partir du moment où elle n'est pas gênée, où elle n'en souffre pas, ça n'a aucune importance. Alors, Delphine, où en sommes-nous sur la recherche et la prévention sur l'endométriose en France? J'ai l'impression qu'en France, nous sommes bien en retard par rapport au Québec ou à l'Australie. Oui, on est très en retard. Il y a un livre, et j'oublie le nom de l'autrice, mais c'est un livre qui s'appelle L'endométriose, ce que les autres pays nous apprennent. C'est un livre en bande dessinée, vous allez le trouver très facilement, qui montre que la recherche sur l'endométriose est très avancée dans d'autres pays et les notions sur l'endométriose sont en grand progrès. Alors, ça veut dire qu'à terme, quand on aura compris un peu mieux comment ça marche, on pourra proposer des traitements différents de ceux qu'on propose pour le moment, qui sont en gros, d'un côté, des traitements hormonaux ou des traitements de mise en ménopause forcée qui sont terribles. De l'autre côté, des traitements chirurgicaux qui sont plus ou moins faisables. Quand c'est 2 ou 3 foyers d'endométriose, on peut les retirer. Il y a des qui consistent à les, comment dirais-je, à les dessécher en quelque sorte, mais qui ne sont pas traumatisantes, qui ne sont pas invasives. C'est pas possible chez tout le monde. Donc, on est en train justement de changer les conceptions qu'on a par rapport à l'endométriose, mais malheureusement, les médecins français ont beaucoup de mal à suivre. Et comme ils sont désarmés, ça c'est aussi un gros problème en France. Quand les médecins se sentent désarmés, ils font comme si ça n'existait pas. Parce qu'ils n'ont pas été formés à faire face à des situations qu'ils ne connaissent pas ou à faire face à l'incertitude. Or, ça fait partie du métier de soignant de faire face à l'incertitude et en particulier aux personnes qui vous amènent des problèmes que vous n'avez jamais rencontrés auparavant.
Alors, cette question dont on a souvent parlé dans Cosette, une question concernant les études et tests pharmaceutiques, pharmacologiques réalisés sur et pour des hommes et parfois non adaptés au corps des femmes. Quelle est vraiment l'incidence de ce constat sur la santé des femmes? Ça, c'est un grand sujet. Alors, c'est très compliqué de savoir exactement quelle est l'incidence, mais ce qu'on peut dire, Mhm. c'est que les médicaments sont effectivement testés en majorité sur des hommes. Mhm. Mais la physiologie, le fonctionnement, par exemple, des reins et du foie, qui sont les deux organes qui éliminent les médicaments, et qui donc soit vont conditionner leur efficacité, soit faut conditionner leur toxicité, parce que s'ils n'éliminent pas bien les médicaments, il peut y avoir des accumulations donc de la toxicité. Les physiologies des hommes et des femmes ne sont pas identiques. Et donc, quand vous prenez un médicament, ne serait-ce qu'un comprimé de paracétamol pour un mal de tête, vous prenez un comprimé qui a été dosé pour un homme et non pas pour une femme. C'est quand même dingue. Alors ça, c'est problématique. Quand il s'agit de médicaments qui ont ce qu'on appelle une marge thérapeutique large, c'est-à-dire que vraiment, il faudra en prendre beaucoup pour que ce soit toxique, ce n'est pas très grave. Quand il s'agit de médicaments qui ont une marge thérapeutique très étroite, c'est-à-dire qu'ils peuvent être toxiques dès qu'on augmente un tout petit peu les doses, c'est problématique. Et on a un autre problème en France, c'est que très peu de médecins signalent les accidents médicamenteux. Comme ils ne signalent pas les accidents médicamenteux, on ne sait pas. On ne peut pas faire d'études, par exemple, sur les intoxications à tel médicament courant chez les femmes par rapport aux hommes. Alors, donc, c'est très compliqué. Donc, non seulement les médicaments ne sont pas bien conçus, mais en plus, leur dangerosité n'est pas bien connue, n'est pas bien étudiée. C'est un miracle s'il n'y a pas plus d'accidents. Il y en a déjà beaucoup. Hein. Il y a 15 ou 20 000 accidents thérapeutiques en France par an, ce qui est quand même beaucoup. Bon. C'est trop. Mais c'est trop. Mais en plus, on ne sait pas comment faire la différence, justement, une différence qui soit fondée sur le genre, parce que ce n'est pas étudié. Alors, j'aime bien celle-là parce qu'elle est un peu poil à gratter. Alors, bonsoir, Monsieur Vinclair. Il me semble que concernant l'homéopathie, vous vous positionnez en tant que sachant. Avez-vous écouté la parole des femmes sur ce mode de traitement? Je ne me pose pas en tant que sachant. Je me pose pas en tant que sachant. Moi, mon domaine, c'est ce qu'on appelle la biomédecine, c'est-à-dire la médecine fondée sur une vision, comment dirais-je, biologique de la chose. Si vous me dites l'homéopathie, ça fonctionne avec des médicaments qui sont dilués à des milliards de fois, je vous dis excusez-moi, mais dans mon domaine scientifique, ce n'est pas quelque chose que je peux accepter, tout simplement parce que ça ne rentre pas dans mon registre qui est mon registre scientifique. En revanche, il y a quelque chose qui est extrêmement bien étudié, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. L'effet placebo, c'est quoi? L'effet placebo, c'est le fait que si vous donnez un morceau de sucre ou un morceau de pain à quelqu'un qui a mal, sans lui dire que c'est un morceau de pain, à quelqu'un qui a mal en le rassurant, il va déjà avoir moins mal qu'avant. Et ça, ce n'est pas un effet magique, ce n'est pas un effet du morceau de pain, c'est un effet du cerveau de la personne soignée sous l'effet de l'attitude bienveillante de la personne soignante. Et il se trouve que, on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de médecins qui n'écoutent pas les patients, il se trouve que les médecins homéopathes, leur méthode, c'est d'écouter beaucoup. Parce que ça leur permet de faire des associations qui leur permettent de choisir les traitements qu'ils pensent appropriés. Ce sont donc des médecins qui ont un fort effet placebo. Et dans beaucoup de situations qui sont des situations courantes dans lesquelles les symptômes les plus importants peuvent s'arranger, s'améliorer grâce à l'effet placebo, il y en a beaucoup. Dans lesquelles les maladies évoluent spontanément vers la guérison, il y en a beaucoup. Dans lesquelles les symptômes sont majorés par l'anxiété, il y en a beaucoup. Quand vous avez un fort effet placebo, eh ben vous allez déjà soulager les gens très vite. Et puis, ça va leur permettre d'attendre que ça guérisse spontanément. À mes yeux,
Je n'ai pas la science infuse et on a le droit de penser que je suis un imbécile de dire ça, mais à mes yeux, le mode de fonctionnement numéro un de l'homéopathie, et le seul, c'est l'effet placebo. Et pour moi, c'est très important parce que l'effet placebo, c'est quelque chose dont je me suis beaucoup servi, mais par d'autres moyens, en rassurant, en expliquant, en donnant des médicaments très simples comme de l'aspirine ou du paracétamol, en prescrivant du repos ou au contraire de l'activité, etc. Donc, je ne crache pas dessus. Et je pense qu'un bon médecin homéopathe qui prescrit de l'homéopathie à des gens qui ont des maladies bénignes qui vont, comment dire, être améliorés par cette attitude, il fait bien son travail. Quand il s'agit d'utiliser l'homéopathie pour soigner une maladie neurologique, pour soigner le sida ou pour soigner le cancer, là, je pense que ce n'est pas approprié. On est d'accord. Mais ce n'est pas une position de sachant, c'est que de la posture où je suis, c'est-à-dire de quelqu'un qui croit à la science, Ouais. pour moi, l'homéopathie n'est pas fondée sur une réalité scientifique, c'est tout. Alors, très important parce que comme vous en avez parlé tout à l'heure, et voilà, ça aussi, on l'a beaucoup évoqué. Alors, j'aimerais que vous décriviez très précisément comment se matérialise un accident cardiaque féminin, car ça reste très flou pour moi. Ça, c'est Mathilde qui pose cette question. Et doit-il Alors, réagir de la même manière que si c'est un homme? c'est compliqué parce que je voudrais pas vous donner des symptômes et puis en rater certains. Donc, je vais vous renvoyer. Il y a beaucoup d'articles en ligne là-dessus, hein. C'est-à-dire, Oui, il n'y a même pas besoin d'acheter mon livre, il y a beaucoup d'articles en ligne là-dessus. Mais en gros, on en a fait un dans Cosette, on pourra le mettre en ligne demain peut-être. voilà. Mais, mais en gros, classiquement, on dit que la crise cardiaque chez l'homme, c'est une douleur soit au milieu de la poitrine, comme ça, soit dans l'épaule, soit dans la mâchoire. C'est comme un étau qui se serre. Et puis, bon, bah, l'homme qui le ressent, ça arrive souvent à l'effort. Et l'homme qui ressent cette douleur extrêmement intense. Et puis surtout, cette, comment dirais-je, cet accident, ce qui fait la différence souvent, ce n'est pas tellement les symptômes, c'est le fait que les médecins y pensent ou n'y pensent pas. Bon. Et chez une femme, ça peut être beaucoup plus subtil, c'est-à-dire ça peut être je me sens pas bien, ça peut être des troubles digestifs et des troubles digestifs inhabituels. Chez une femme qui a plus de 45 ans, qui a peut-être fumé ou peut-être pas. Bon. Ça peut être en faisant un effort, mais pas forcément. Donc, c'est un état de malaise un peu général, inhabituel chez une femme qui, auparavant, allait bien et qui souvent survient en faisant un effort, par exemple en montant un escalier. Bon. L'idée, c'est que le principe, c'est que devant ce type de symptômes chez les femmes qui ont 50, 55 ans, parce que c'est beaucoup plus fréquent après 50 ans qu'avant. Mais chez les femmes qui ont 50, 55 ans, c'est plus fréquent chez les femmes qui ont fumé, bien entendu, mais ça arrive aussi chez les femmes qui n'ont pas fumé. L'idée, c'est que ces femmes-là, quand elles ne se sentent pas bien et qu'elles vont voir leur médecin, elles disent, écoutez, c'est pas compliqué de me faire un électrocardiogramme, parce qu'un électrocardiogramme, c'est rien du tout. Faites-le moi, s'il vous plaît. C'est-à-dire, ce n'est pas une prise de sang, ce n'est pas une radio compliquée, c'est on vous met 3 électrodes sur le corps, on enregistre à côté de vous, ça se fait. Moi, je faisais ça dans mon cabinet médical, hein, donc, vous devez pouvoir dire, écoutez, je voudrais être rassuré. Et par exemple, une femme qui aurait un cœur très très rapide ou un cœur très lent, on le lui ferait, même si elle n'a pas forcément un. Donc, il y a raison que ce ne soit pas quelque chose qu'on puisse demander quand on soupçonne que ça peut arriver. Si en plus on a une famille de personnes qui sont sujettes aux accidents cardiaques, même s'il n'y a pas de femmes qui en ont fait avant, mais qu'il y a beaucoup d'hommes, c'est un argument supplémentaire. C'est vrai que ce n'est pas facile à identifier quand même. Bon, on espère que ça ne nous arrivera pas. Alors, une question reçue par mail. Évidemment, grande question. Ma question, j'ai 33 ans, je veux des enfants, plusieurs, mais je n'ai pas encore trouvé le papa. Est-ce que je dois partir faire congeler mes ovocytes en Belgique ou en Espagne ou
en Espagne. Il n'y a pas de réponse à cette question. Je pense que là, en fait, Je dois, ça, Martin Winkler ne va pas vous dire vous devez. Ça n'arrivera ouais, pas. non. Je pense qu'il faut relativiser. C'est-à-dire que, je veux dire, vous savez, la fertilité, elle est encore de 70% ou de 75% à 35 ans, et elle est encore de 40 ou 45% à 40 ans. Donc, c'est pas non plus dès 35 ans, boum, c'est zéro. Donc, moi, je pense que c'est raisonnable quand on a 35, 37 ans et qu'on n'a effectivement pas de perspective d'avoir un enfant dans les mois qui viennent. C'est raisonnable de faire congeler ces ovocytes. À 33, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas un petit peu tôt, mais encore une fois, je ne sais pas. Je veux dire, ce n'est pas moi qui suis à votre place, je ne peux pas prendre ce genre de décision à votre place. Il faut que vous pesiez le pour et le contre de la contrainte, du poids économique que ça représente. Et puis aussi, c'est une contrainte, comment dirais-je, sanitaire, parce que faire congeler ces ovocytes, ça veut dire qu'il faut vous faire des traitements de stimulation. Ce n'est pas de la tarte. Il faut aller ensuite récolter vos ovocytes. Bon, c'est quand même demander aux femmes qui sont dans ce genre de procédure pour faire des FIV, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, c'est pas rigolo tous les jours. Donc, est-ce que c'est urgent à 33 ans? Je ne suis pas sûr. Mais en Mais même je temps, crois que c'est une question légitime et que la seule personne bien placée pour y répondre, c'est vous. Et après tout, si vous avez le désir de le faire, si vous avez les moyens de le faire, on n'a pas à vous juger négativement pour le faire. Enfin, je ne trouverais pas scandaleux que vous attendiez encore 1 an ou 2 avant de le faire. alors ce que j'allais dire, c'est et en même temps, plus on congèle tôt, plus on congèle des ovocytes de bonne qualité et plus on a de chances que. Ouais, Parce que mais faut savoir quand on congèle ses ovocytes, c'est quand même que c'est pas du tout une garantie de bébé. non. Et puis, mais entre 33 et 35, il n'y a pas de grande différence. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais peut-être ce qu'il faut quand même dire aux femmes qui est important, c'est que c'est pas parce qu'on a congelé ses ovocytes que ça aboutira à une grossesse. C'est important de le dire parce qu'il y a dans l'idée que Ouais. c'est bon, j'ai les ovocytes au frigo, à 40 ans, je pourrais les sortir du frigo et puis banco. Bah, c'est pas du tout si simple que ça en fait. Non, et puis il faut pas oublier non plus que ce qui conditionne aussi la viabilité d'une grossesse, c'est l'état de santé de la mère. Mm. C'est-à-dire que, comment vous dire, vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait. Oui. C'est-à-dire, il y a de bonnes chances pour que vous soyez en bonne santé. Vous avez 33 ans, vous êtes en bonne santé. Il y a de bonnes chances pour que 10 ans plus tard, vous soyez aussi en bonne santé. Mm. Mais vous ne pouvez pas être sûr que ça va arriver. Donc, le seul bon moment, finalement, en principe, le seul bon moment pour être enceinte, c'est le moment où vous vous sentez prête à être enceinte. Après, effectivement, le problème, c'est qu'on ne peut pas être enceinte toute seule et que c'est effectivement problématique. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme vous le disiez, la congélation des ovocytes, c'est une manière de pallier le problème, mais ce n'est pas forcément la solution miracle. Parce qu'elle peut ne pas se révéler viable au moment où vous direz, bon, ben là, ça y est, je vais être enceinte. Lola, elle demande comment trouver un gynécologue safe alors qu'on subit souvent des mauvaises expériences. Ça, c'est un grand Alors, sujet parce que pour ouais. avoir essayé, ça, c'est très compliqué d'avoir l'info de qui aller voir, qui sera safe et éventuellement féministe. Voilà. Alors, il y a des sites, il y a des sites maintenant de gynécologues qui sont plutôt safe. Et ça, c'est pareil, comment dire, je vous tapez ça dans Google, vous allez les trouver. Ça dépend aussi si on est. Comment dirais-je, il y a des groupes associatifs qui s'occupent aussi de gynécologues
Alors, safe, il y a quelqu'un qui demande safe, c'est-à-dire quelqu'un qui vous respecte, en gros. Hein. Un professionnel de santé qui ne va pas vous traiter comme il ne devrait pas vous traiter, c'est-à-dire mal. Des gynécologues qui respectent les femmes, des gynécologues qui ne font pas des commentaires désagréables sur leur aspect physique, sur leur poids, sur le fait qu'elles n'ont pas encore d'enfants à 35 ans, etc. Donc, il y a par exemple le site, voilà, on le donne en ligne, le Oui, site Gyn Co. voilà, c'est ce que j'étais en Il y train a de... aussi et je crois que sur le site Gyn Co aussi, on donne des gynécologues qui sont gay et lesbian friendly Voilà. ou trans friendly. Il y a aussi, alors, une chose très importante qui a été mentionnée là dans les messages, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller voir un gynécologue. Vous pouvez aller voir un médecin généraliste. Il y a de plus en plus de médecins généralistes femmes qui s'occupent très bien des femmes, qui font de la gynécologie courante. Moi, je suis généraliste, hein, j'ai pas fait de gynécologie, j'ai pas fait de la spécialité de gynécologie obstétrique. C'est le fait de travailler dans un centre de planification qui m'a appris à m'occuper des femmes avec les généralistes qui étaient autour de moi. Les sages-femmes font maintenant de la gynécologie courante, elles prescrivent toutes les méthodes de contraception. Je suis de ceux qui pensent que les sages-femmes qui prescrivent déjà des IVG médicamenteuses devraient aussi être autorisées à faire des IVG par aspiration parce que c'est vraiment pas un geste compliqué et ça faciliterait beaucoup l'accès à l'IVG de beaucoup de femmes. Donc, rappelez-vous qu'il y a 6 000 gynécologues en France, mais il y a 50 ou 60 000 généralistes et il y a 25 000 sages-femmes. Donc, la première chose, ça consiste à peut-être à aller chercher, mais pas là où vous pensez, c'est-à-dire pas dans un cabinet de gynécologie, mais par exemple dans un centre de planification public. Des centres de planification, il y en a dans tous les CHU ou les hôpitaux où il y a des maternités, parce que c'est une obligation de la loi. Donc, vous pouvez aller dans un centre de planification où il y aura des gynécologues, des sages-femmes, des médecins généralistes, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre 6 mois un rendez-vous avec un gynécologue qui va peut-être se comporter de façon discutable avec vous. Hein. Alors, je vous pose celle-là parce que vous y répondez très précisément et très longuement dans votre livre, donc du coup, je pense que vous aurez des choses à dire. Ma gynécologue m'a conseillé un stérilet hormonal avant de me dire que finalement, j'avais un col trop sensible. Mais c'est quoi un col trop sensible? Quelles en sont les causes? Peut-on y remédier? C'est peut-être la gynécologue qui est trop sensible, j'en sais rien. Enfin, je ne sais pas pourquoi elle vous a dit ça. Si c'est parce qu'en essayant de vous le poser, elle vous a fait très mal, c'est peut-être qu'elle ne l'a pas posé comme il fallait. Il y a des moyens pour faire en sorte que le col... Voilà. Le col, c'est un orifice qui ressemble à peu près à... Voilà, quand je mets mes doigts comme ça, qui est qu'on voit quand on met un spéculum et qu'on regarde le fond du vagin, on voit quelque chose de rond, qui est le col de l'utérus, avec un petit orifice au milieu. Un stérilet, ça doit pouvoir s'insérer sans douleur, ou au pire, en provoquant une contraction comme pendant les règles. Mais évidemment, comme les femmes ont des contractions qui sont plus ou moins douloureuses, il y a des femmes qui peuvent avoir des contractions douloureuses quand on leur pose un stérilet. Qu'est-ce qu'on fait? Les contractions douloureuses de l'utérus sont soulagées et atténuées par l'ibuprofène ou le Ponstil, c'est-à-dire des anti-inflammatoires. Donc, qu'est-ce que je faisais quand je posais un stérilet? D'abord, je montrais le stérilet à l'usagère. Je lui montrais le tube parce qu'il y a un grand tube très long et le stérilet est tout petit, mais la boîte, elle fait comme ça, quoi. Bon. Oui. Je lui montrais comment on allait le poser avec des planches anatomiques que j'avais sur mon bureau. Donc, il faut qu'on vous explique comment on va vous poser le stérilet. Et ensuite, il y a des gestes quand on pose un stérilet, des gestes qui, quand on le pose de façon classique, ça fait mal. Et ça, il ne faut pas les faire. Par exemple, il ne faut pas poser sur le col pour peut-être poser un stérilet sans tenir le col. Et la pince, elle fait très mal. C'est les pinces de Podi. En France, les pinces de Podi, c'est les pinces qui ont l'aspect de crochet de boucher. Oui, bah ouais, ça vous fait mal rien que d'y penser. Moi aussi. Moi, dès que j'ai vu ça, je ne voulais plus. Alors qu'en Angleterre, ils ont des pinces plates qui sont déjà, qui peuvent être qui peuvent provoquer une petite contraction, mais qui sont déjà pas, bon. Donc, c'est même pas le stérilet en lui-même, c'est les pinces pour... Non, c'est les pinces, c'est les pinces. Il y a beaucoup de gynécologues qui font ce qu'on appelle une hystérométrie, c'est-à-dire ils mesurent
mesure la profondeur de l'utérus avec un tube métallique, Hmm. donc rigide, qui peut faire un mal de chien et puis qui dilate le col. Non, on peut ne pas faire ça. On peut juste poser le stérilet directement, c'est-à-dire le glisser à l'intérieur de l'utérus. Il y a des méthodes pour le faire. Il y a même des gynécologues qui ont fait des vidéos pour montrer comment le faire. Sans Donc, il y a faire, des méthodes d'indolore, hein, sans faire mal. Encore faut-il sans faire avoir. mal, de manière indolore et sans forcer. Bon. Ouais. Donc, si elle vous dit que vous avez un col sensible, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas utilisé des méthodes suffisamment, comment dire, elle n'a pas été suffisamment préventive pour éviter de vous faire mal. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Comme j'en sais pas plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de col sensible. Il y a des personnes qui ont une sensibilité différente et on doit pouvoir faire en sorte que, au pire, ce soit désagréable et au mieux, ce soit indolore. Pendant peut-être les 7 dernières années ou les 8 dernières années de ma pratique, où j'ai commencé à changer, Pardon. de méthode, à partir même plus que ça, hein, à partir du début des années 90, pendant les 20 dernières années de ma pratique, où j'ai commencé à changer de méthode, la plupart des femmes, quand je leur posais un stérilet, elles relevaient la tête, ils disaient « Ah bon, c'est fini ?» Ben oui, c'est fini. Ah, vous n'avez rien senti? Non, ben, j'ai juste senti une crampe comme quand j'ai le début de mes règles. Donc, Ok. dans de très nombreux cas, on doit pouvoir le poser comme ça. Je crois que je vais devoir poser une dernière question parce qu'il est 21h12. Et je vais la poser sur le SOPK puisque c'est un sujet qui est dans ce numéro de Cosette. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, pour ceux qui ne connaissent pas le petit nom. Donc, SOPK. J'ai une question. Comment peut-on traiter le SOPK? La solution en France est de prendre la pilule. Existe-t-il d'autres solutions? Alors, c'est aussi un problème compliqué parce qu'il y a, à mon avis, beaucoup trop de femmes qui sont diagnostiquées comme ayant un syndrome des ovaires polykystiques alors que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que maintenant que les gynécologues ont des échographes, ont tous des échographes, ils font des échographies, ils voient des follicules sur un ovaire et ils disent « Ah, c'est un ovaire polykystique. » Non. Puis le syndrome des ovaires polykystiques, ce n'est pas juste des kystes sur l'ovaire. Ouais. C'est un ensemble de, de manifestations hormonales qui peut s'accompagner d'un surpoids, qui peut s'accompagner d'une hyperandrogénie. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et qui s'accompagne aussi des fois d'un défaut, d'une baisse de la fertilité. Bon. Donc, on ne fait pas de diagnostic. Et la chose la plus importante, je pense, à retenir, c'est ça, c'est on ne doit pas faire un diagnostic sur vous simplement sur un aspect à l'échographie. Le diagnostic, c'est quoi? C'est vous allez voir le médecin, vous avez ou non des symptômes, vous avez ou non une gêne. Et cette gêne, elle peut avoir une explication facile à trouver ou non, mais en tout cas, elle doit être explorée. Si, après avoir exploré votre gène ou votre ensemble de symptômes, on dit c'est peut-être un syndrome des ovaires polykystiques, à ce moment-là, il y a beaucoup de méthodes possibles en fonction du résultat qu'on recherche. C'est pour ça, il n'y a pas de réponse univoque. Mais surtout, il ne faut pas vous laisser faire poser le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques parce qu'on vous a dit « Oh là là, votre ovaire, il y a beaucoup de kystes dessus. » Parce que très souvent, ce qu'on voit, ce n'est pas des kystes, c'est follicules, c'est-à-dire c'est les poches qui contiennent l'ovocyte que vous allez produire lors d'une ovulation. Et plus les échographes sont fins, plus ils voient des follicules petits. Et donc, si on prend ça pour des kystes, c'est-à-dire en fait des poches anormales, alors que ce sont des poches normales, on va faire un diagnostic excessif d'une maladie qui n'existe pas. On espère quand même qu'ils sont capables de différencier le kyste du… Malheureusement, le problème, c'est que très souvent, il y a un certain nombre de médecins qui s'en tiennent à leur échographie. Ils ne s'en tiennent pas à qu'est-ce que la femme vient demander, comment va-t-elle, est-ce qu'elle a ou non des problèmes de santé, est-ce qu'elle a ou non des problèmes hormonaux, etc. Or, la médecine doit être holistique, c'est-à-dire elle doit prendre la personne dans son intégralité. Encore une fois, si vous voulez, c'est ce que les personnes en surpoids nous apprennent. Hein. Quand un médecin vous dit vous avez 10 kilos de trop et vous rentrez dans un cabinet médical et le médecin vous dit vous avez mal au genou, c'est à cause de votre poids, c'est une connerie.
Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas 10 kilos de trop et qui ont mal au genou aussi. Donc là, c'est pas à cause. Bon, non, il peut y avoir une cause qui n'a rien à voir, et le plus souvent, il y a une cause qui n'a rien à voir avec le poids. Mais ça, c'est le contraire d'une médecine holistique. C'est une médecine qui est une médecine étriquée, qui consiste à dire je vois quelque chose, c'est forcément rapport. Non. Alors, j'en reviens à ce que je dis. Le problème aussi des échographies, par exemple, c'est que maintenant, beaucoup de gynécos font des diagnostics à l'échographie. Mais non, un diagnostic, ça ne se fait pas à l'échographie. L'échographie, ça complète d'abord le fait d'avoir écouté la femme, de se poser des questions, et ensuite on va chercher avec l'échographie, est-ce que ce que je vois à l'échographie est cohérent avec ce que j'ai entendu ou est-ce que ça ne l'est pas? Parce que le problème des examens qu'on fait comme ça, qui ne sont pas des examens invasifs, c'est que parfois on trouve des choses qui n'ont rien à voir avec la raison pour laquelle les gens sont venus et qu'on les interprète comme étant en rapport. Alors du coup, on fait des associations qui sont dangereuses parce que on va faire des diagnostics de maladies qui n'existent pas. C'est pour ça, par exemple, qu'il ne faut pas aller faire des scanners corps entier pour se rassurer, parce qu'on va trouver des petites anomalies sans sujet. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de mammographie avant 50 ans si on n'a pas d'antécédents familiaux, parce qu'on va trouver des anomalies qui ne seront pas des cancers du sein. Mais on va dire, c'est un cancer du sein, on va opérer les femmes pour rien. Vous voyez, donc, il n'y a pas une réponse à la question de cette femme, il n'y a pas un traitement du SOPK, mais d'abord, assurez-vous qu'on ne vous a pas fait un diagnostic de SOPK par excès. Ok. J'en pose une petite dernière parce que celle-là aussi, vous y répondez très bien dans votre livre. Et c'est vraiment un truc qui concerne toutes les femmes. Avez-vous des informations concernant les infections urinaires liées systématiquement au rapport sexuel? Alors que je respecte toutes les précautions, faire pipi avant-après, boire, nanana. Ça je le dis parce que vraiment, vous y répondez vraiment bien dans votre livre. Alors oui, le problème, c'est que là encore, il y a une sorte d'association obligatoire qui est faite entre la cystite, c'est-à-dire le fait d'avoir des brûlures en urinant ou d'avoir envie d'uriner de façon douloureuse, de façon répétée, et l'infection. En fait, on peut très bien avoir ce qu'on appelle une cystalgie, c'est-à-dire une douleur en urinant ou une envie impérieuse d'uriner avec ou non des brûlures, sans qu'il y ait de microbes. Et deuxièmement, ce n'est pas forcément lié à l'activité sexuelle en elle-même. C'est lié tout simplement au fait que quand une zone est enflammée, si vous vous brûlez la main, par exemple, vous vous faites tomber une goutte d'huile de votre poil sur la main, vous allez avoir une petite tache qui va être une tache très douloureuse. Bon. Si vous appuyez dessus pendant les 3, 4, 5, 6 jours qui suivent, vous allez sentir une douleur. Votre brûlure, elle est terminée, mais les tissus qui ont été brûlés, ils restent sensibles. Et quand il y a une cystite ou une vaginite qui s'accompagne d'une inflammation de la vulve et donc du méa urinaire, c'est-à-dire de l'orifice par lequel l'urine s'écoule, il peut rester enflammé et faire mal si on se remet à avoir des rapports sexuels, non pas parce que on a une infection à nouveau, mais tout simplement parce que le frottement réveille la douleur. Et je connais beaucoup de femmes qui, quand elles font ce qu'elles appellent des cystites à répétition, et qu'en fait, on voit que quand elles font des examens d'urine, il n'y a pas de germes, il n'y a pas de microbes. 9 fois sur 10, c'est réglé par un traitement local. C'est-à-dire, vous savez, sur les fesses de bébé, quand les bébés ont des fesses rouges, on leur met de l'alloplastine ou je ne sais plus comment on appelle ça, mais enfin, de la pâte à l'eau, de la pâte aux zinc. Et bien, les vulvites ou les cystalgies répétées, ça peut tout à fait être traité comme ça. C'est-à-dire traité par un traitement, une pommade locale qui va juste protéger et qui va éviter que à chaque contact ou à un contact sexuel répété, on ait à nouveau un réveil de l'inflammation. Mais il n'y a pas besoin de prendre des antibiotiques à répétition, il n'y a pas besoin de... Il y a une autre cause qui est beaucoup moins connue de type cystite à répétition, c'est ce qu'on appelle les vulvodynies. C'est-à-dire, c'est en fait une douleur de la vulve qui peut être à l'endroit du méa urinaire et qu'est-ce qu'on appelle une douleur neuropathique. Ce n'est pas lié à une anomalie de la vulve elle-même, c'est lié à une hypersensibilité des nerfs de la vulve. Et ça ne se soigne pas par un traitement local, ça se soigne par des traitements de ces douleurs spécifiques qu'on appelle les douleurs neuropathiques,
Mais très souvent, les douleurs vulvaires sont des douleurs qui sont très sous-estimées par les médecins. C'est le type de douleur où on dit aux femmes, ouais, c'est dans votre tête. Ou votre sexualité n'est pas si satisfaisante, c'est pour ça que vous avez mal. Et c'est inadmissible, parce que si on a mal, on a mal. C'est pas parce que ça vient de l'inconscient. Si on a mal, on a mal. La douleur, c'est pas discutable. Mais ces douleurs, et les vulvodynies, donc, qui peuvent tout à fait ressembler à des cystites, les vulvodynies ont des traitements par des médicaments spécifiques, et c'est ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques. C'est-à-dire que la cause de la douleur, c'est le système nerveux. Ce n'est pas la vulve elle-même, ce n'est pas la vessie, ce n'est pas l'urètre, ce n'est pas des infections, ce n'est pas une inflammation. C'est le système nerveux qui est autour et qui apporte la sensibilité de cette zone-là. Bon, je suis très frustrée parce qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de questions, mais on va devoir arrêter. On va me les envoyer. On va vous les envoyer, vous allez les traiter et répondre à tout ça dans votre prochain livre, c'est ça? Si Et puis peut-être aussi sur mes blogs, parce que très souvent, quand il y a des questions convergentes comme ça, j'essaye de faire un article. Donc, n'hésitez pas à suivre le blog de Martin Winkler. Vous aurez peut-être des réponses à vos questions. Merci vraiment à tous et à toutes d'être venus ce soir. On était nombreux, on était 350 par moment sur le webinar et puis peut-être sans doute pas mal aussi sur la page Facebook de Cosette. J'essaie de regarder pour avoir l'info, mais je ne sais pas, mais je suis sûre qu'il y avait du monde. Votre livre, c'est mon corps, le guide utile et sans tabou. Toutes les questions Donc déjà, si vous voulez la réponse à vos questions, elle est sans doute dans ce livre. Et puis voilà, j'étais très contente de discuter avec vous. Je suis sûre que les femmes et les hommes ont beaucoup appris ce soir. Et puis je vous rappelle que le numéro de Cosette est en kiosque actuellement. Merci beaucoup aux éditions de l'Iconoclaste d'avoir organisé tout ça. Et Merci à Cosette aussi. Merci à vous. Merci d'avoir assuré la technique aux filles derrière. Elles sont là. Et puis, merci Sarah. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, je ne me suis même pas présentée en fait, je crois. Je suis la rédactrice en chef de Cosette, Sarah Gandillot. Voilà, c'est moi. Eh bien, merci. J'aimerais bien qu'on le refasse en fait. Hein. Peut-être. On peut faire un petit rendez-vous. Si un jour, on peut faire ça, mais on peut faire aussi des rencontres thématiques sur des thèmes pointus parce que ça permet de poser plus de… Ouais, c'est vrai, ce serait sympa. Bon, allez, on va y réfléchir. En attendant, bon après-midi chez vous, bonne soirée chez nous. Et merci à tous et à toutes d'avoir été là ce soir. Merci à tout le monde. Au revoir.